Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Madame, monsieur, bonjour et merci pour votre fidélité. Ils sont 5 ou 6 à nous donner le menu du jour. Ils nous viennent du Niger, de la Côte d'Ivoire, ils viennent de la France, de la Jordanie, du Vatican et de Cuba. Le mérite, c'est d'avoir dit. Et nous sommes là pour commenter, n'est-ce pas, Jacques Boko? Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Kassa, et bonjour aux téléspectateurs. Adrien Moussou, bonjour. Bonjour, Jérôme. Bonjour, amis téléspectateurs. Nous commençons par le Tchad avec le propos du président Macron. Je veux être très clair. J'ai apporté mon soutien à l'intégrité et la stabilité du Tchad très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. La France ne sera jamais aux côtés de celles et ceux qui forment ce projet. Adrien. C'est vrai, le président Emmanuel Macron, après les obsèques d'Idriss Déby Itno, vendredi dernier, a dû se rendre à l'évidence certainement que au Tchad, contrairement à ce qu'on aurait pu penser a priori, les choses semblent ne pas se dérouler comme elles devraient l'être. C'était que, dans un premier temps, on a cautionné le fait que le fils prenne la succession du père. Tel père, tel fils, je ne crois pas. Il faut faire mentir cet aphorisme-là. Vous avez vu ce qui a suivi. Donc, au point où le président français soit obligé de se raviser par rapport à certaines considérations. S'il en était pour la succession, c'est ça? Ah, mais pour avoir cautionné ce qui s'est passé, pour n'avoir pas, de façon formelle, dès le début, n'avoir pas pu dire que non, ça ne devait pas se passer comme ça. C'est qu'il a cautionné dans le premier temps. Et ce me semble, c'est après les manifestations violentes avec des morts enregistrés à N'Djamena qu'il a dû se raviser tant soit peu. Et sinon, au départ, s'il n'y avait pas eu certaines contingences et situations fâcheuses, il n'aurait pas dû se rétracter par rapport à certains aspects. Là, il se fait très clair là, par rapport à sa citation que vous nous avez servi, qu'il est pour l'intégrité territoriale du Tchad 100 ans, pour une transition pacifique, démocratique, oui, tout ça, on comprend. Mais au départ, cela n'a pas été dit de façon formelle. De sorte que Déby fils a cru bon devoir faire ce qu'il lui plaît, ce qui lui est passé par la tête, parce qu'il s'est dit à un moment donné, bon, la France étant avec moi, c'est ce qui se dit souvent. J'y vais, quoi. Ah, j'y vais, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Dans nos États, dans la plupart de nos États, on dit, bon, est-ce que la France, la mère patrie, consent à ce que vous voulez faire là? Si elle est consentante, il n'y a pas de problème, on peut aller. La France nous soutient. Parce qu'il avait été dit entre-temps que la France soutenait son papa. Bon, lui aussi, venant d'arriver, au lieu de faire attention, de marcher comme sur des œufs, il a cru bon devoir inaugurer son mandat avec des morts, je dirais. Il n'a pas peur des morts. Parce que moi, j'aurais souhaité qu'il procédât autrement. On aurait pu contenir à coup de gaz lacrymogène ceux-là qui ont manifesté. Vous êtes professionnel de la sécurité, c'est sûr. Jacques, vous ne l'êtes pas, mais en attendant, dites-nous, la société civile tchadienne a dit à Macron, on n'est pas pour la monarchisation du pouvoir. Alors, Macron se fait très clair. Absolument. Et en voulant se faire clair, je pense qu'il s'est trompé de mots, je dirais, parce que quand il dit qu'il n'est pas pour un plan de succession, qu'il est pour une transition démocratique, pour une transition, je dirais, inclusive. La démocratie, c'est quoi? C'est le respect des textes, c'est le respect de la Constitution qui était en vigueur. Et pourquoi, aux premières heures de la prise de pouvoir, la France n'avait pas condamné ce qui a été en griffe ourdi par les militaires, même si, d'aucuns pourraient dire qu'ils sont téléguidés. Pourquoi la France n'a pas condamné fermement, avec même l'Union africaine, ce qui s'est passé à la tête du Tchad?
Et quand il dit qu'il n'est pas pour un plan de succession, c'est sûr, il veut dire qu'il n'est pas pour un pouvoir du père au fils. Mais voilà que la transition va durer au moins 18 mois. Au moins. Parce qu'on dit après 18 mois, il se peut que... On renouvelle. Qu'on renouvelle. Et on peut même aller, pourquoi pas, à dire au fils, pourquoi pas d'enlever sa tenue treillie et de devenir civil. On l'a vu, c'est encore en cours dans d'autres pays africains où la France est la mère patrie de ces pays-là. Et pourtant, il y a une succession du père au fils dans ces pays et rien ne s'est passé depuis bien des années. Donc, moi, j'ai l'impression que, bon, c'était juste un discours pour calmer les ardeurs. Maintenant, est-ce que ces ardeurs sont vraiment calmés? On verra la suite. On verra bien si Mahamat Déby, après 18 mois, va effectivement céder le pouvoir à un civil ou bien s'il va continuer comme d'autres fils de chefs d'État qui sont à la tête de leur pays. Tshisekedi, président d'exercice de l'Union africaine, est allé dans le même sens, Adrien. Oui, à la différence de Macron, que le jour des obsèques, au moins le président de l'UA a été conséquent. Il a été clair, lui là. Oui, suivez, décryptez davantage, lui, ce pan du discours qui nous a été servi. Il était clair qu'on implique tout le monde dans la transition. Mais au départ, ce n'était pas ça. Ah, ce n'était pas ça chez M. Emmanuel Macron, en fait. Donc là, j'ai senti véritablement le président de la RDC, Tshisekedi, vraiment en phase. Parce qu'il a conscience de ce qui se passe, ou bien ce qui va se passer, ou de ce qui se trame au Tchad, quand même. Ils sont coutumiers de faire chez lui, là, parce qu'il a fallu la croix à la bannière avant que lui n'accède à ce poste-là. Encore comment? Les gens parlaient de compromis ou de compromission, je n'en sais rien. Donc, je ne suis pas dans le secret des dieux par rapport à cela. Toujours est-il que des choses ont dû se faire, se concocter. Mais revenant au Tchad, il faut reconnaître que là, j'ai vu un président de l'exercice de l'UA qui était ainsi droit dans ses ventes. Et certainement que notre fameux ami, notre cher ami, président de la commission, bon, a dû quand même... rapidement se ranger derrière lui, parce que lui, je ne pense pas qu'il avait la latitude de dire un certain nombre de choses. Bon, et souvent, comment ça se passe? C'est ceux-là qui travaillent pour le président d'exercice. Sûrement qu'on lui a concocté le discours ou l'oraison funèbre de circonstances. Lui peut le tenir. Lui peut tenir, lui peut. Mais soi-même, vous comprenez bien, parfois dans certaines postures, l'exercice est malaisé. Et tout de suite, on tue déjà au Tchad. Oui, évidemment. Tant qu'on ne réussira pas à faire cette transition, je dirais, inclusive, tant qu'on n'ira pas à la voie démocratique, tant que les autres partis vont continuer à se sentir frustrés, parce que, n'oubliez pas, M. Kassa, avant la réélection pour un 6e mandat du président défunt, Idriss Déby, on a brimé des opposants. On a même tué des parents d'opposants au Tchad. À quelques heures quelques jours des élections, de l'élection. Donc, il faut déjà écouter, faire asseoir ces différentes parties. Quel est le sort de celui-là, par exemple, qui a perdu beaucoup dans cette campagne électorale. Donc, c'est autant de foyers qu'il va falloir éteindre pour pacifier le pouvoir de cette junte militaire au pouvoir avant, peut-être éventuellement, de passer la main. Il faut forcément ce dialogue inclusif qui prenne en compte les desiderata de toutes les parties prenantes. Ça veut dire que la société civile doit intégrer la transition. Absolument. Ce n'est pas leur affaire, ce n'est pas l'affaire des généraux. Pas des généraux seuls. Si nous devons tenir compte de ce que nos agites ont dit, la rébellion avançant, voilà, les djihadistes menaçants, il faut que ce soit les généraux. Non, pas de seuls. Mais en fait, lorsqu'on parle de transition inclusive, non, mais les différentes parties, moi, s'il y avait une proposition à leur faire, mais confier le pouvoir à un civil, mais confier les postes stratégiques de la défense et de l'intérieur, alors à des militaires, à ceux qui s'y connaissent. Oui, à ces postes-là, ils ne peuvent pas combattre la rébellion. Ben non, le plus important n'est pas d'être à la tête du pays avant de combattre la rébellion. Ou bien les djihadistes, je ne pense pas, ne prenons pas des vestiges de l'antenne. Cela dit, au Tchad, là, la société civile a encore le courage. Certains membres de la société civile ont encore le courage
ce n'est pas sous d'autres cieux. Vraiment? Où ils ont déjà... Il y en a sur le continent, non? Oui, il y en a sur le continent, mais vous savez que dans certains pays, sur le continent, il est arrivé une époque où vous devez être bière d'admiration pour des membres de la société civile. Mais entre-temps, ils ont changé de camp. C'est mort, c'est ça? Le verbe a disparu. Au profit de quoi? S'il n'a pas disparu, alors on a dû faire allégeance à décrypter ce qui se passe. Ils sont là pour ça? En tout cas, chacun aurait fait son choix. C'est dire qu'au Tchad, véritablement, il faut une transition inclusive. Et là, je suis tenté de dire que le président Macron a raté le coche. Ah oui, c'était l'occasion pour insister dès le début. C'est vrai, il a fait mettre en place un petit comité de chefs d'État de la sous-région pour essayer de jouer les entremetteurs. Bon, est-ce que cela va marcher? Nous attendons de voir sur à quoi va servir ce lobbying de chefs d'État afin que Anne N'Djamena, ces généraux-là qui ont pris d'assaut les allées du pouvoir là, tout de suite là, se ravissent parce que à ne pas le faire, il risque de se compliquer l'existence. Oui, 18 mois certes, 18 mois, bien des choses, bien des contingences, ces situations. Adrien, ils ont la détente facile, ces messieurs. Mais justement, souvent dans les pays africains... Des morts tout de suite. Même après une semaine de pouvoir, ils vont tuer. Mais il est mal parti là. L'autre a écrit en son temps que l'Afrique était mal partie. C'est là-bas, en N'Djamena, les nouveaux généraux, maîtres des lieux ou princes régnants, ils sont véritablement mal partis parce que un début de pouvoir qu'on inaugure avec du sang, vous comprenez bien que cela pourrait vous suivre. Hey, les fils du président, donc ils ont encore le règne. Absolument. En avant. On dira qu'ils ont toujours le vent en poupe. Et Mahamat Déby vient s'ajouter à la liste que nous avons déjà. Je crois que la France, normalement, n'a pas intérêt à ce que, sur le mot démocratie, parce que quand on parle de démocratie en France, je ne suis pas sûr que les choses se passent telles que ça se passe au Tchad, avec une transition militaire. Imaginez que ce soit en France que nous nous retrouvons avec ce scénario. Est-ce que les Français, quand on parle de démocratie, vont tolérer cette transition militaire au pouvoir? Donc, il ne faudrait pas qu'on joue avec des mots juste parce que c'est l'Afrique, parce qu'il y a des intérêts en jeu. C'est ce que moi, je suis en train de voir dans ce discours d'Emmanuel Macron. Si on veut faire de la démocratie, on n'a qu'à faire de la démocratie. Si on n'en veut pas, allez, on laisse et on fait de la dictature, ou bien on sait que c'est un régime militaire, ou bien qu'ils ont été monarchique, ou bien peut-être on retourne à l'ère du communisme ou du socialisme. Que dites-vous du Premier ministre, là, Adrien? Oui, bon, c'est vrai que sous la pression, les généraux hommes forts de N'Djamena ont dû lâcher du lest, mais j'aurais préféré que ce fût, j'aurais souhaité que ce fût un autre. Pas lui. Non, pas lui. Il n'a pas la poigne? Oui, il a la poigne, mais ce qui fait que je suis gêné aux entournures, bon, c'est qu'il a été le dernier ministre, le 17e, non, mais le dernier ministre de Déby Père. Vous comprenez bien que tout de suite, on pourrait être amené à soupçonner des accointances qui ne disent pas leur nom avec le fils. Vous comprenez bien. Donc, ceux qui disent que ce serait quand même sous le signe de la continuité, ils n'ont pas tort. Donc, moi, j'aurais souhaité que ce fût un autre qu'on choisisse comme Premier ministre. Là, ça pourrait non seulement rassurer toutes les différentes parties, parce que quelqu'un de neutre. Encore que normalement, c'est après s'être concerté qu'on devait faire procéder au choix de celui-là. Ils l'ont désigné. On l'a désigné. Non, désigné, non, n'usons pas d'euphémisme, on l'a imposé. Ils l'ont imposé, ces généraux-là. Ah oui, et les généraux l'ont imposé. La preuve, juste après sa désignation, bon, bien après qu'on l'a imposé, vous avez vu, ça a commencé à grogner encore. Ah oui, la société civile, des membres de la société civile n'ont pas donné de la voix, monter au créneau pour fustiger le choix qui a été fait. Et nous laissons le Tchad aux Tchadiens en leur souhaitant bonne chance et nous passons en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de retrouver la Côte d'Ivoire, notre patrie que nous n'aurions jamais dû quitter. Jacques. Ah oui, ça c'est l'un des ministres, ancien ministre de l'Intérieur de Laurent Gbagbo qui parle. Alors, vous savez bien qu'il est très difficile de vivre à l'extérieur en exil.
parce que c'est beaucoup de contingences. Il faut apprendre une autre culture, il faut apprendre à s'acclimater, il faut apprendre à dépenser autrement. Ah, ça coûte cher. Ça coûte cher. Vous savez quelque chose, Jacques? Il faut avoir les reins solides financièrement. Donc, alors, lorsque vous êtes chez vous, même si vous manquez de 1 franc, il y a une sorte de solidarité. Vous pouvez solliciter même des amis qui vous viennent en aide. Alors que depuis l'extérieur, c'est très difficile. Je suis d'accord avec cette phrase lâchée par cet ancien ministre et dire que ainsi le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire a amorcé son pic. Parce que ça fait, disons, 6 personnalités qui vont rentrer et après, ce seraient les gros morceaux comme Charles Blé Goudé. D'autres sont attendus demain. Hein? Oui, d'autres sont attendus vendredi. Donc, après, ce sera Blé Goudé et puis le président Gbagbo qui doit faire une tournée de remerciements selon ce que nous lisons. À certains chefs d'État qui l'ont soutenu durant ces 10 dernières années avant qu'il ne rentre chez lui. Bon, Alassane Ouattara, je pense au-delà de tout qu'il faut saluer cet esprit d'ouverture parce que au finish, c'est vrai, il a fini par obtenir son 3e mandat, même si d'aucuns ne veulent pas qualifier ça ainsi. C'est après le 3e mandat qu'il commence à céder. Mais c'est déjà heureux qu'après tant d'années, on fasse son introspection, on s'auto-évalue et qu'on se projette pour dire peut-être faisons table rase du passé. Je suis pour ça parce que il s'agit d'Ivoiriens, il s'agit des Ivoiriens et pour construire un pays, nul n'est de trop, nul ne sera de trop. Que après cette rentrée au pays, ou ce retour au pays de ses fils et filles, que chacun désormais sache son couloir, sache les plates-bandes de l'autre. Et je ne dis pas que quand ça ne va pas en matière de gouvernance, qu'il ne faut pas le dénoncer, il faut le dire. Maintenant, qu'on travaille beaucoup plus pour l'intérêt général des Ivoiriens et non pour des intérêts égoïstes. Certains disent que c'est au prix d'un compromis politique. Vrai? Oui, c'est plus qu'un compromis politique. C'est vrai que Jacques a bon espoir, mais il faut faire attention à ne pas faire preuve d'un optimisme béat. En cela que Gbagbo rentrant, en fait, ceux qui rentrent avant Gbagbo là viennent jouer les éclaireurs, en fait. Ils viennent tâter le pouls, sonder le terrain, voir l'accueil qui sera réservé, c'est vrai, même après. Mais Gbagbo rentre au pays au nom de la paix, au nom de la réconciliation. Oh, ce n'est qu'une épine enlevée des pieds de Alassane Ouattara. Mais il y a encore d'autres qui sont à l'extérieur. Je ne parle pas de Blé Goudé. Ah, le cas Guillaume Soro. Ah, c'est encore une autre épine. Et oui, en fait, c'est là, on se la joue politiquement. Oui, divide ut regnes, disent les latins, diviser pour régner. Maintenant, Gbagbo, il y a le rapprochement entre Gbagbo et Ouattara. Comprenez bien, pour faire mal, soit à l'axe Konabidie et Guillaume Soro. Mais attention, autre détail. Ah, les victimes, les parents des victimes. Eh oui, les parents des victimes. Le débat demeure. Justement, des frustrations. Comment tout cela sera géré? Ah oui, c'est très important. Parce que c'est au nom ou à cause de M. Laurent Gbagbo que certains ont été tués. Certains, certainement, c'est vraiment la cause, soit de Gbagbo, ou ne sait même pas sa cause. Tous est-il que certains ont été tués, il y a même des innocents. C'est une autre équation. Voilà pourquoi il disait que oui, au nom de la paix, oui, il y a forcément du compromis. Mais est-ce qu'on a tenu compte de tous les détails et de tous les aspects par rapport à cette réconciliation? Parce qu'il ne servira à rien d'afficher une réconciliation de façade et que les autres frustrations accumulées une décennie durant, je dirais, qu'on n'ait pas pu les gérer à bon escient. Et j'ai dit tantôt, et Gbagbo, Blé Goudé est rentré, et le jeune ancien Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, vous comprenez bien que il ne restera pas non plus bras croisés. Des initiatives pourraient être prises également. Est-ce dans ce sens, est-ce que l'actuel homme fort
d'Abidjan accepterait, ou de Yamoussoukro accepterait, je parle de Alassane Dramane Ouattara, parce que là, il y a des comptes à régler là. Donc c'est vous dire que c'est vrai, au nom de la paix, au nom du vivre ensemble en Côte d'Ivoire, il faut souhaiter que les fils et filles de ce pays-là, de la Guinée-Brie, s'asseyent autour d'une même table, mais parlent, discutent, échangent par rapport à l'avenir de leur pays. Mais cela au prix de quel sacrifice nous attendons de voir. Certains sont poursuivis parmi ceux qui rentrent là, Jacques. Bon, il y a d'autres qui disent que oui, réconciliation, d'accord, mais il faut d'abord s'expliquer. Est-ce que c'est dans cette logique? Maintenant, si on veut qu'ils rentrent et ensuite on les poursuit devant les tribunaux à l'interne, comment va-t-on régler de façon globale, holistique et durable cette réconciliation dont on parle? Je pense que là, M. Amoussou a ouvert un point très important du débat. Oui, si nous voulons régler définitivement ce problème, il va falloir que toutes les parties soient représentées autour de la table. Il ne faudrait pas que on s'associe juste à cause des intérêts du moment avec INS et qu'on écarte Y, comme ce fut le cas par le passé, disons ces 12 dernières années, et qu'on allume d'autres foyers. Parce que, comme ça, moi, je raisonne beaucoup plus en termes de stabilité politique, en termes de stabilité du pouvoir. Alassane Ouattara a intérêt, s'il veut vraiment régner en paix, diriger la Côte d'Ivoire en paix les 5 années à venir, il a intérêt à dialoguer avec tout le monde. Et là, il faudrait que Kakabe s'y mette tôt aussi, parce que il dit l'importance que les gens rentrent. Oui, mais si les gens rentrent, il faut qu'il aille sur ces pistes aussi que nous sommes en train de défricher. Et là, il refuse de répondre, curieusement. Parce que là, il ne sera pas ministre et disons, bouffer en griffe l'argent des Ivoiriens pour rien. Il faut qu'il soit utile à quelque chose. Et là, son utilité, c'est là. Discuter avec toutes les parties, faire en sorte que autour de la table, toutes les parties soient représentées et qu'on ait un dialogue inclusif. Et c'est pour le long terme, c'est pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, parce que, qu'on le veuille ou non, le président Ouattara est en train de finir. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, même si c'est pour 5 ans, je pense que physiquement et sur le plan sanitaire, lui-même, quand il s'évalue, il doit comprendre que, bon, il a intérêt à léguer une Côte d'Ivoire qui, après lui, doit mieux se porter que l'après Houphouët-Boigny. Parce qu'au-delà de tout, oui, Houphouët-Boigny, c'est le père de l'indépendance, mais l'après Houphouët-Boigny, moi, je ne suis pas content. Parce que Houphouët-Boigny n'a pas préparé ou n'a pas bien préparé sa succession, et je ne voudrais pas que ça soit ainsi pour le président Ouattara. Vous attendez Gbagbo pour quand dans son pays, Adrien? Il faut être fait de 20 pour le savoir, certainement. Bon, quand même. On est sur le chemin. J'espère le président. La seule personne qui puisse vous dire exactement quand est-ce que Laurent Gbagbo sera de retour en Côte d'Ivoire, ce n'est que le président Alassane Dramane Ouattara. Je ne pense même pas que notre ministre de la Réconciliation soit dans le secret de Dieu. La preuve n'a pas pu répondre à une des questions. Et l'essentiel qui est d'abord, je crains. Parce que, comme l'a dit Jacques, c'est maintenant que le plus dur commence pour lui. Le ministre de la Réconciliation, là, c'est maintenant qu'il doit avec justifier. grand air. Oui, c'est maintenant qu'il doit justifier ses salaires. Oui. Nous sommes au Niger. Ce lundi, le capitaine Sani Gourouza a été arrêté par les services béninois et remis à Niamey. Adrien? Oui, bon, c'est avec... Il n'a pas couru assez loin, hein? Assez loin. À se demander de petites jambes. Ah oui, à se demander s'il est vraiment un fait militaire. Vous savez, souvent, les coups facilement... Vous feriez mieux que lui, hein, Adrien, honnêtement. Bon, vous, Adrien. Certainement, si j'avais été militaire, vous comprenez bien, en tant que capitaine, quand même, ce n'est pas n'importe qui. Est-ce qu'il est à coup de stratégie, ou se disant que, bon, en venant se réfugier, se cacher quelque part au Bénin, on ne pourrait pas lui mettre la main dessus? Mais non, il a été un peu naïf. Vraiment? Naïf. Moi, quand j'ai appris qu'on lui a mis le grappin dessus, mais il a été naïf, et puis parce que à peine un mois. Il court dans les pays, là, juste à côté. Donc, quand même. Un idiot, on peut dire ça. Il ne peut que s'en prendre à lui-même. Bon, maintenant, jusque-là,
Nous autres ne sommes pas les justiciers, nous ne sommes pas les juges. On dit présumé coupable. Certainement qu'il va faire organiser sa défense par ses avocats, on ne sait jamais. Bon, là-bas, il peut s'agir également d'un tribunal militaire. Je n'en sais encore strictement rien. Toujours est-il qu'il aura à répondre éventuellement de l'acte là qu'il a posé. Avant lui, il y a un lieutenant et un adjudant également pris au Bénin, déjà extradé. Ah oui, bon, il faut peut-être saluer cette coopération entre les États, parce qu'on ne peut pas encourager les actes du genre. On ne fera pas la promotion ici sur ce plateau de ces genres d'actes. Je pense que le capitaine et sa clique, je le dirais, quand ils y allaient, c'était du ça passe ou ça casse. Eux-mêmes, ils devaient s'attendre à ce que, ah oui, si ça ne réussissait pas, il faut chercher les éventualités. Ah oui. Donc, est-ce qu'ils ont été soutenus dans leur coup par l'extérieur? Je n'en sais rien. De quelle assurance avait-il avant d'aller à ce genre de coup? Parce que c'est quand même l'arsenal de l'État contre vous, minoritaire. Donc, quand ils y allaient, normalement, ils devaient s'attendre à ce revers-là. Si ça tournait au vinaigre, alors nous sommes cuits et prendre leurs dispositions. Maintenant que les dispositions, n'ont pas été prises, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. S'il est établi qu'il est vraiment le cerveau du push, que les tests lui soient appliqués dans les règles de l'art, dans les normes, et puis qu'on arrive aussi à décourager les auteurs, complices et autres qui seraient dans le coup. Mais au-delà, moi je ne voudrais pas qu'on s'arrête ou qu'on se limite seulement au coup d'État ou au putsch manqué. Parce que, qu'est-ce qui a amené ça? Il faut qu'on y aille. Ce qui pourrait amener ça, c'est la gouvernance. C'est tellement que les gens ne partagent pas. Si vous faites des frustrations, si vous faites accumuler des frustrations, c'est comme cela que ça dégénère. Et je suis sûr que si on interrogeait réellement ces militaires, soit c'est de leur propre chef, ou bien c'est parce que ils ont compris que certaines composantes de la société ne sont pas satisfaites, ou bien d'autres, peut-être des forces de l'opposition, ont dû prendre contact avec eux. Si ça marchait, peut-être que ce capitaine sera remercié autrement. Donc, moi, je voudrais profiter pour dire, si je peux, de ma position, dire au président Bazoum de travailler aussi à soigner ou à améliorer peut-être ces petites tâches qui se retrouvaient dans la gouvernance de son mentor, je le dirais ainsi, ou de son prédécesseur. Parce qu'il faut travailler à contenter tout le monde pour que tout le monde se retrouve dans votre gouvernance pendant que vous êtes encore là. L'opposition avait dit que c'était un coup monté, cette affaire de putsch. André. Mais pour le moment, il faut bien également comprendre l'opposition, chacun dans son rôle. Chacun est dans son rôle, on monte les enchères comme on veut, on fait des déclarations selon l'angle sur lequel on voit ce qui se passe. Ils sont en mission, leur cours après? Chacun sa conviction. J'avais même allé loin. Jacques parle de gouvernance, d'arbitrage également. Vous savez, pourquoi est-ce qu'on met en place dans les pays africains ou dans tout pays des normes, des systèmes d'arbitrage? Et j'entends ici pas un système ou mécanisme d'arbitrage, les fameuses institutions de contre-pouvoir, les arbitres. Les médiateurs de la République. Oui, les médiateurs de la République, on sort. Une cour ou un conseil constitutionnel, par exemple, les membres seront dans l'évidence qu'à l'occasion des élections, il y a des stratagèmes pour empêcher certains poids lourds, certains candidats qui pourraient être gênants, et que les dispositions prises ou les méthodes utilisées par le pouvoir en place, par ceux qui gouvernent, parce qu'ils ont toute la puissance avec eux, ce sont des méthodes déloyales. Mais lorsque vous devez trancher cette situation, ah oui, il faut user de tact. Mais qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Oh là là, on tranche souvent en faveur de ceux-là. Justement, frustration. Quel rôle conséquent aura joué ou auront joué les arbitres dont on parle? Parce que c'est ça, en fait. Lorsque les opposants d'aujourd'hui n'ont pas confiance
en la justice, en ces arbitres-là, vous croyez qu'ils vont se laisser faire également? Voilà, autant d'éléments. Bon, de temps à autre, on va par-ci, par-là, organiser dans certains pays sur le continent des forats de chantres de constitution, des professeurs agrégés de constitution, de droit. On dit qu'on évalue des processus. Non, ça ne suffit pas. Entre la théorie et la pratique, vous comprenez bien qu'il y a un fossé. Mais il suffit que c'est à la pratique qu'on méconnaît ces habits-là. C'est dû à quoi, selon vous? Non, comme nous le savons toujours, on va toujours du côté du plus fort. Et les plus forts ou des plus forts. Et les plus forts de l'heure, c'est ceux qui sont au pouvoir. Et demain, lorsque le pouvoir change de camp, bizarrement, ceux-là qui étaient dans l'opposition, qui fustigeaient ces genres d'attitudes, de posture, d'arbitrage, oh là là, vous les retrouvez dans les mêmes rôles blâmables. C'est ça. Le serpent se mord forcément la queue. Mais, vu les événements auxquels nous avons assisté ces dernières années sur le continent ou dans certains pays précisément, il va falloir que les arbitres, les médiateurs prennent conscience de la situation. C'est vrai, nous saurons ici soutenir les thèses complotistes ou quoi que les coups d'État. Non, c'est à bannir ça. Parce que chacun fasse son boulot. Que chacun fasse véritablement son boulot. Pour lequel il est payé. Justement. Avec l'argent du contribuable. L'argent du contribuable pour rassurer les populations. Parce que nous, ne cesse de le dire, les vrais souverains, ce sont les peuples, en fait. Et les dirigeants n'ont qu'à se rendre à l'évidence et se convaincre de ce que les souverainetés qui leur sont déléguées ne sont que des souverainetés appartenant au peuple dans leur entièreté. Quand on vient se préparer de ce que oui, je suis élu, c'est moi qui ai la souveraineté, non. Il faut dire une souveraineté relative. Parce que de décennie en décennie, une fois élus, certains dirigeants se croient tout permis à la tête de leurs États, en fait. Et c'est quand vient l'heure d'aller demander encore, solliciter leur suffrage, qu'on revient à de meilleurs sentiments, qu'on veut jouer les démocrates. Mais attention. Vous en parlez tout à l'heure, Jacques, le Bénin a livré les putschistes. C'est heureux. C'est heureux. C'est heureux. Je sais juste que c'est grâce à la coopération entre d'abord les États et puis Interpol. C'est encouragé. Mais les putschistes n'avaient pas ça? Il n'y a pas la sécurité au Bénin? C'est pourquoi on parlait de naïveté. Parce que vous ne pouvez pas... On plaisantait? Oui, parce que forcément le Bénin a signé des accords dans ces genres de cas avec on passe outre les accords. On passe outre les accords. Non, mais ce n'est pas systématique. Parce que, au-delà, même s'il y a brouille entre les chefs d'État, il y a que parfois, ça ne touche pas les tests, ou ça ne touche pas des individus. Peut-être ça, c'est au sommet. Et vous allez payer les frais. Et moi, je pense que ces militaires, bon, c'est sûr, ils ont voulu juste tenter un coup. Ils n'ont rien préparé au départ. Et ils se sont laissés piéger. Voilà. Le Bénin a bien fait. Oui, si tu as des dispositions qui permettent ces genres de coopération, de collaboration entre les États, mais pourquoi pas? Il faut le faire. Parce que nous avons dit tantôt qu'il faut décourager les coups d'État. Et oui, en livrant ce capitaine-là et quelques lieutenants ou quelques sous-fifres, le Bénin ne fait que donner le bon exemple. C'est là justement qu'il faut décourager ces genres de pratiques. On leur souhaite un bon retour chez eux? Oh, pas forcément. Bon, ils ne sont pas si cyniques que ça. Bon. Souhaiter bon retour, mais que le tribunal, même si il s'appelle militaire, qu'il tienne compte des tests. Justement. Et qu'on ne serve pas une partie, surtout l'État, ou le gouvernement. Parce que... Et nous sommes maintenant avec le pape, nous allons le citer. Je vous confesse que je suis très attristé par la tragédie qui, encore une fois, s'est produite ces derniers jours en Méditerranée. Frères et sœurs, interrogeons-nous tous sur cette énième tragédie. C'est un moment de honte. Honte pour qui et pourquoi, Jacques? Honte pour d'abord l'Afrique. Et moi, je suis séduit par l'intérêt que le pape accorde à ce phénomène de migration clandestine. Parce que il y a même des chefs d'État qui s'en moquent pratiquement, qui ne s'y intéressent pas. Alors que chaque jour qui passe, il y a leurs ressortissants, leurs compatriotes qui périssent dans les eaux de la Méditerranée. Pourquoi? Pourquoi? Parce que pour des problèmes de gouvernance, pour des problèmes
de développement ou de mal-développement. Parce que les conditions ne sont pas réunies chez eux. Et ils préfèrent aller balayer des rues, ils préfèrent aller vider des poubelles de l'autre côté. C'est pour cela que, bon, en tant que dirigeant, il faut beaucoup plus travailler à créer les conditions chez soi. Et au lieu d'avoir honte à la place des chefs d'État africains, moi j'aurais souhaité que les chefs d'État africains vraiment se penchent sur cette question. Et le président Macron, quand il parlait du retour de la paix en Libye, a prononcé une phrase importante que je vais me faire le devoir de rappeler ici, ou le plaisir de rappeler. Il disait, si la stabilité et la paix ne sont pas réalisées en Libye, et si les organisations terroristes et les passeurs qui déstabilisent votre pays ne sont pas éliminés de votre pays, alors il n'y aura pas la paix ni en Libye, ni au Moyen-Orient, ni dans l'Est de la Méditerranée, ni au Sahel, ni en Afrique. C'est important. Et au-delà des chefs d'État africains, je pense que Emmanuel Macron a pris la mesure de la situation, parce que c'est aussi une question de stabilité. S'il y a développement et qu'il n'y a pas stabilité dans les pays africains dont nous parlons, c'est sûr que oui, on va vouloir peut-être créer des problèmes à l'Afrique, mais le trop-plein aussi va rejaillir sur l'autre continent de l'autre côté. Donc, et partenaires au développement ou bien bailleurs de fonds et chefs d'État africains doivent collaborer pour dire attention, ce que nous vivons, parce que c'est parce que aussi on ne leur crée pas les conditions de l'autre côté, qu'on les refoule, parfois ils sont obligés de périr dans les eaux. Donc ça doit être une synergie d'action pour en venir à bout de la misère ou de la pauvreté ou de l'instabilité qui règne en Afrique. Et là, si on prend le taureau, disons pas les cornes, on pourra régler ce problème de migration clandestine et de mort d'hommes, de mort d'Africains dans les eaux de la Méditerranée, parce qu'on parle même déjà de près de 500 morts au 1er janvier dernier. Donc c'est lourd comme bilan. Tout ça, c'est le capital humain. Voilà, ce sont les forces vives de l'Afrique. Adrien, le pape dit qu'il faut prier pour ceux qui ont refusé d'apporter assistance. Oui, et dit par ricochet que le pape pose des cas de conscience aux chefs d'État, surtout ceux-là dans les pays sont concernés au plus abord par cette situation. Jacques l'a si bien dit, vous savez bien, pourquoi est-ce que nous assistons à ces gens de tragédies qui n'en finissent pas? Mais nos frères du continent africain qui veulent bien passer de l'autre côté, c'est pour aller chercher pitance, mais avoir un emploi, quelque chose qui n'ont pas chez eux. Est-ce que les conditions sont remplies dans leurs pays respectifs? Mais non, certainement. Et Jacques fait bien de mettre l'accent sur cela. C'est là qu'il va falloir que les dirigeants se concertent, parce que, à moins que je ne me trompe, nos dirigeants, surtout ceux-là qui sont dans ces zones, ils ne s'en préoccupent pas à haute mesure. Ça aurait été pour d'autres choses. Vous allez voir des colloques par-ci, parce que on attend des financements de l'extérieur pour organiser. Non, trop c'est trop. Il va falloir qu'ils initient des rencontres, des sommets pour parler, pour se pencher véritablement sur ces tragédies qui se jouent. Sincèrement, parce que, bon, le pape, autorité morale et religieuse, il n'a pas tout ce qu'il faut lui pour essayer de mettre un terme à cela. Lui ne peut que prier et attirer l'attention des dirigeants sur le drame qui se joue, parce qu'en fait, je disais tantôt que c'est des cas de conscience qui leur posent, en fait. Bon, ils les interpellent pas, mais à travers... Ils n'ont personne. Ils n'ont personne, justement. Mais je dirais que, à bien décrypter son message, vous comprenez bien, je ne dirais pas que ce sont des propos diplomatiques, mais non, toujours est-il qu'il place chacun devant sa responsabilité. Surtout, il attire l'attention des dirigeants africains sur cette situation. Et maintenant, il n'y a pas que la Méditerranée. Ce qui se passe là-bas, bon, se passe sous d'autres formes dans d'autres pays africains. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre le pire dans ces pays-là avant de chercher à parler au plus pressé. Et certains disent que porter assistance, c'est encourager l'exode. Jacques? Oh, non, bon, peut-être, au lieu
peut-être d'aller porter assistance aux migrations ou à l'exode, il vaut mieux créer en amont les conditions. Si on ne veut pas aller, mais une fois que le problème se pose déjà, il va falloir porter assistance pour ne serait-ce que sauver ceux qui sont déjà dans le cas. Maintenant, pour limiter cela, il faut créer les conditions en amont et éviter cela. Donc, bon, je suis d'accord que, oui, encourager ou bien, enfin, aller porter assistance, c'est encourager. Mais le problème est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut croiser les bras et dire, bon, maintenant que vous êtes déjà là-bas, subissez? Non, on ne peut pas les laisser subir. Il va falloir porter assistance, mais arrêter la saignée en amont. Voilà. On sort avec le risque de mourir, Jacques et Adrien. On le sait pourtant. Hein? Ça vous dit à quel point désemparés ceux-là qui prennent ce risque-là n'en peuvent plus. Ah oui, d'assister impuissants au mauvais sort qui croient être les leurs. En fait, c'est de ça qu'il est question. Oui, au départ, ils ont conscience de ce que, en fait, ce sont des péripéties, des dangers, des risques qu'ils prennent. Mais que faut-il faire? Parce que à un moment donné, il n'est pas dit qu'il n'ait pas posé le pour et le contre, mais ils se sont dit certainement, il faut se jeter à l'eau. Surtout que d'autres sont partis et ils ont réussi. Ils ont réussi. Vous comprenez bien que donc tout ça c'est tentant, mais c'est risqué. Vous voyez bien, et jusqu'à ce que mort s'en suive. Le peuple a-t-il des chances d'être entendu, Jacques? Bon, je pense que si c'est vraiment pour attirer l'attention des dirigeants, ils ont intérêt à le faire. Parce que c'est une image dégradante, c'est une image qui n'honore pas. Ils ont la tête à tuer dans les rues plutôt, vous les voyez, non? Parce qu'au-delà, même si on condamne ces gens de migration, il faut dire qu'il y a d'autres migrations à l'interne. L'exode rural des villages vers les grandes villes à l'interne, ça se passe. Où des gens quittent le village au lieu qu'on crée les conditions pour que l'agriculture soit facile à faire par des jeunes. On ne crée pas ces conditions et ces jeunes se trouvent obligés de venir en ville conduire des motos. Il y en a parce qu'ils ne peuvent pas conduire ces motos, parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'agriculture. Ils sont obligés de se suicider. Voilà d'autres formes de... Je ne sais pas, d'autres parleront de fatalité, mais c'est parce qu'il y a des jeunes qui n'en peuvent plus. Et puis, vous n'êtes pas moi, je ne suis pas vous. Tel que vous pouvez supporter un certain nombre de problèmes. Peut-être que face à ces problèmes-là, moi, je peux céder aussi facilement. Donc, vraiment, c'est trop facile de condamner ceux qui se livrent à ces genres d'actes ou de migration clandestine que nous dénonçons, parce que c'est fuir. C'est fin de voir l'évidence en face. Problème de gouvernance. L'Union africaine, on s'en fout. Ça qui fait quoi? L'Union africaine a déjà assez de problèmes que de se pencher sur ce qui se passe. Ne réduisons pas l'Union africaine à Faki. C'est trop demander à l'Union africaine. Faudrait mieux laisser M. Faki là où il est, qu'il s'occupe de ses unions. Oh là, c'est trop fort pour lui. C'est un peu trop fort café. Un peu fort café pour lui, en demandant de s'occuper. À la limite, il peut que faire des fiches attirer l'attention. Et au détour d'un sommet des chefs d'État, bon, on prend une résolution. Mais ça s'arrête là. Non, nous n'assistons plus au sommet de l'ancienne OUA où, en son temps, il y avait quand même de fortes résolutions qui se prenaient il y a des décennies. Vous comprenez bien, non? C'est vrai. Ceux qui sont là n'aiment pas leur pays? Non, c'est pas qu'ils n'aiment pas leur pays. Vous savez qu'aujourd'hui, chacun est patron chez lui. Ah oui, à chaque président de la République est chef chez lui. Ah, n'allez surtout pas sur ces plates-bandes. Mais puisque vous-même, dans votre pays, vous voulez demeurer chef, patron, et que forcément tous ne sont pas des modèles. Mais beaucoup ne le sont pas. Qui veut donner des leçons? Qui veut donner des leçons à qui? Vous comprenez bien? Il y a tellement de malpropres de ce côté-là. Justement, de sorte que, à ces différents sommets, on vient pour des dossiers ponctuels. Et le problème qu'il y a là, il faut laisser le problème interne, tout de suite. On a tout fait de crier, quand même, à Rossu le Baudet, en disant que, ingérence. Vous comprenez bien? Oui, on vient juste saupoudrer les choses
Et puis chacun... Photo de famille, et puis on se retire. On se retire, on prend certaines résolutions, bon, on promeut les cadres. Il y a des postes vacants, bon, on promeut les cadres qu'il faut promouvoir, et puis, bon, élit le président de commission, et puis c'est fini. C'est ça l'Union africaine maintenant, Jacques? Malheureusement, c'est... Allez-y. C'est ça, c'est... Laissez le clavier pour y aller là. Malheureusement, c'est le partage des postes. La distribution des postes au niveau des commissions, au niveau des instances de l'Union. Parce que vous voyez, des chefs d'État se réunissent et disent publiquement, attention, tel que tu as été réélu là, ça ne nous a pas plu, il faut qu'on t'isole d'abord, ou bien qu'on prenne des décisions fermes, des décisions peut-être coercitives pour amener ce chef de l'État à revoir Parce sa que vous êtes bien élu vous-même. Parce que vous êtes bien élu vous-même. Est-ce que vous-même, d'abord, vous êtes bien élu pour pouvoir donner des leçons à l'autre? Et c'est de ça que M. Amoussou parle. C'est ça. Moi, c'est aussi une impression. Et c'est même, ce sont les faits. Parce que quand ils y vont, on ne touche pas le fond des problèmes. La preuve, quand elle est élue ou réélue, on se hâte ou on se dépêche d'envoyer tout de suite une lettre de félicitations, quelle que soit la manière dont ou avec laquelle l'élection s'est passée. Donc, c'est autant de choses qu'il faut peut-être revoir au niveau de cette institution pour qu'elle soit comme, pourquoi pas, l'Union européenne. Parce qu'au-delà de tout, quand on parle d'Union européenne, ça pèse dans la balance. Et quand l'Union européenne tourne, c'est qu'on a quand même un peu peur. Ça fait frémir. On se tire dessus proprement là. Bien sûr, bien sûr. Donc, moi, je pense qu'on peut travailler, même si on vit sur instruction de ces unions que je viens de citer, on peut quand même travailler un peu à redorer l'image de ces institutions continentales et sous-régionales. Voilà. Adrien, nous passons en Jordanie. C'est le roi qui tonne, hein? Il est très fâché. Il dit quoi? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'oxygène dans cet hôpital? C'est inacceptable. Ah, il dit, je tolère pas ça. Oui, juste après avoir pris connaissance ou décrypté cet extrait, parce que c'est comme une aberration. La Jordanie, quand même, il y a quand même un peu de ressources, non? Et c'est paradoxal que les gens meurent pour rien du tout. Mais le roi me fait détonner. Vous avez vu, sont allés plus loin. C'est qui ont dû démissionner là. Bien sûr. Tout de suite, hein? Oh là là, c'est une passion tropique, hein, en Afrique. Ah là 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 là, mais non. Même les ministres concernés, ou le ministre ou la ministre concernée, ils voient même que c'est la mort ou bien c'est telle erreur monumentale qui a été commise, mais on ne démissionne pas. Bien au contraire, on vient s'afficher pour justifier l'injustifiable. Il faut se donner bonne conscience. On inonde les écrans, les colonnes pour des actions pour justifier. Vogue la galère, un prochain remaniement, il a reconduit à l'étonnement général. Ah oui, en fait, c'est comme le ça. chef l'encourage, non? Ah, bon, en tout cas, il est toujours qu'il est réélu. Mais alors que dans ces pays-là, c'est pas comme ça. À la moindre incartade, à la moindre faute, déjà c'est vous-même qui remettez votre démission avant même que le chef ne cherche à vous enjoindre de faire ci ou ça. Donc là également, fort heureusement, la haute conscience, les uns les autres continuent de l'avoir certainement. Parce que le roi aurait pu ne rien dire. Bon, ceux qui sont morts sont morts. Bon, prenons les dispositions pour qu'à l'avenir, cela ne se répète plus. Mais non. Donc, je vous l'ai dit, dans ces pays-là encore, on sait ce que la haute conscience veut dire. Le ministre de la Santé a commencé lui-même par démissionner. Bel exemple. Bel exemple. À côté du ministre de la Santé, il y a d'autres cadres, 6 au total. Donc, ça fait 7, y compris le ministre. 7 cadres pour ces cas de décès à cause du manque d'oxygène. Et l'autre image qu'il faut saluer, c'est que le roi même s'est déplacé en personne au niveau de l'hôpital, en tenue militaire. C'est fort comme acte, parce qu'il s'agit des vies humaines. On a le sens de l'État, on a du respect pour la personne humaine. Ah oui, ça veut dire que même si c'est un Jordanien, c'est important, contrairement à ce qui se passe ailleurs. Ou bon, même si c'est peut-être 50, 100 personnes, ça ne dit rien à personne. On tente de justifier même. On tente même de trouver du tort à ceux qui se sont laissés peut-être emporter par la mort.
Bon, moi, je salue l'acte du roi Abdallah et de tous ceux qui ont démissionné successivement. Même si on a dit que le roi a pu convaincre le directeur de l'hôpital à démissionner, mais au-delà du directeur de l'hôpital, il y a d'autres qui l'ont fait de façon spontanée. Et c'est à saluer, c'est à copier. C'est vrai, cette démission ou cet acte posé par le roi ne viendra pas réveiller les morts, mais le faire ainsi, les citoyens vont se sentir impliqués dans votre gouvernance. Ça veut dire qu'il compte pour vous. Le roi Abdallah n'attendra pas la prochaine élection pour s'afficher devant ses concitoyens. Et c'est ça qu'il est en train d'exprimer à travers cet acte. Et moi, je lui dis bravo. Il se fout d'ailleurs des élections. Il se fout d'ailleurs des élections. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que là-bas, c'est carrément à vie. Oui, on ne parle pas. Mais c'est déjà... ce leadership, il faut le saluer parce que ça ne coupe pas les rues, M. Kassa. Donc, moi, je voudrais inviter des dirigeants, pas forcément à faire ce genre d'action déclarée ou à attendre qu'il y ait le pire avant d'aller faire ce genre de constat. Vous avez vu le cas, Adrien, en Irak. Et justement. Le Premier ministre a dit, ça ne se passe pas comme ça. Le ministre de la Santé me doit des explications. Mais pourtant, ces pays-là, ne sont pas de tradition si démocratique que ça. Mais c'est ce qui... Droits de l'homme, on s'en fout. Mais la vie humaine, vous voyez... Oui, comment est-ce que... On a quand même un peu de pudeur quand il s'agit de la vie humaine. Alors la crainte de Dieu, je veux dire de Allah, là-bas, dans ces pays-là, selon la religion que les uns et les autres professent. Donc, c'est dire que cela doit pouvoir donner à réfléchir à certains dirigeants de par le monde, seulement en Afrique, de par le monde, afin qu'ils prennent la mesure de ce genre de situation. Mais les professionnels de santé doivent prendre leur boulot sérieux. Une erreur en santé, ça ne pardonne pas. Absolument, parce que la vie humaine, elle est sacrée, elle est chère, ça ne se remplace pas en pharmacie ou au marché. C'est très important. Maintenant, ce que moi je voudrais aussi dire, il ne faudrait pas que ça soit une opération de façade, une opération de charme pour dire oui, peuple jordanien, voilà, nous sommes préoccupés. Parce que si entre-temps, le roi Abdallah avait été vraiment saisi et rien n'a été fait et qu'il vient faire ça aux yeux de la population, il faut aussi déplorer ça. Mais j'ose croire que ce n'est pas ça. Voilà. Jacques, nous allons finir par Cuba. Raoul ne va plus être à la tête du parti, mais en cas de problème, Raoul sera là. Il n'est pas mort. C'est une phrase forte. D'abord, il faut dire que Raoul Castro a près de 90 ans. Ouais. Donc, il n'est plus le Raoul d'hier. Il a pris de l'âge et certainement aussi ses facultés en temps l'ont lâché un peu. Donc, il faut le sortir un peu de la scène, placer quelqu'un d'autre qui a la soixantaine, plus jeune, apporter du sang neuf. Mais ce n'est pas qu'il va définitivement au garage. On peut aller le consulter parce qu'au-delà de tout, il a l'expérience de la gestion du pouvoir d'État. Ce n'est pas peut-être comme ailleurs où alors on vous écarte et puis vous ne représentez plus rien. Moi, je salue cette décision parce que quand vous prenez de l'âge, il faut savoir quitter les choses, il faut savoir peut-être placer d'autres générations qui apprennent à vos côtés. Et la dame là, a bien fait de le dire ainsi. Bon, le Cuba, c'est une gouvernance particulière. C'est le communisme, c'est le socialisme. Et c'est beaucoup plus un pays aussi, je dirais, introverti. Donc, c'est le constat que moi je fais, c'est qu'il dure un peu, 60 ans, 88 ans, 90 ans. Fidel Castro aussi. Ils n'ont connu que deux chefs d'État. Ils n'ont connu que deux chefs d'État. Et puis c'est le seul parti politique aussi qui dirige le pays. Donc c'est un peu particulier. Mais c'est déjà bien qu'on prenne la mesure de la situation, qu'on n'attende pas que
Raoul meurt comme Castro qui a trébuché, il est tombé. Adrien? Oui, vous savez bien que, vous faites bien de le dire, hein, les choses se passent de façon particulière dans ce pays-là. Bon, là, il ne faut qu'assumer. Eux-mêmes, ils ont bien fait de dire que Raoul parti, mais Raoul est toujours présent. Vous comprenez bien, bon, ce n'est qu'une affaire d'âge avancé. Toujours est-il qu'avant de prendre les grandes décisions sur l'économie-là, je ne veux pas croire que ce soit un pantin, ou que certains restent là-bas dans l'ombre et tirent les ficelles. Bon, certainement qu'il y aura concertation. Et Jacques fait bien de le dire. Ce n'est pas comme sous d'autres cieux où on dit, bon, lui, il a fait son temps, oubliez-le, c'est nous qui sommes là, faisons ce que nous avons à faire. Là, encore, vivement que l'esprit de Fidel Castro nous plane davantage. On espère donc pas un nouvel ordre? Oh, pas forcément. Pas forcément. Bon, se peut-il qu'il y ait des circonstances atténuantes ou qu'on revoie légèrement certaines choses, parce que parfois c'est lié au tempérament de celui qui est devant, celui qu'on a placé devant. Mais attention, je ne veux pas dire qu'il est dans un étau, mais il est dans un environnement où il ne peut pas tout contrôler. Exactement. Et tout maîtriser, s'il tient véritablement à diriger. Parce que, avec des hypothèses, à y prendre garde, s'il tient à jouer les têtes fêlées, on risque de le déstabiliser à l'interne même, pour le faire remplacer également. Donc alors là, il faut savoir jouer. Vraiment, Jacques. Tout est une question de négociation. Ça dépend de comment on a approché Raoul. Ça dépend de quel argument on a avancé pour l'écarter, pour le sortir progressivement du système. Parce qu'il n'est pas quand même le seul à être intelligent. On a pu le sortir quand même. On a pu le sortir. C'est pourquoi je vous dis... Pourquoi vous ne le faites pas en Afrique? Exactement. Exactement. Pourquoi on ne réussit pas ça en Afrique? Déby, retire-toi. Déby. BSN, vas-y. Voilà. On peut le dire, non? Sassou Nguesso, éclipse-toi. Paul Biya. Paul Biya. Voilà. Donc, c'est un exemple. C'est un exemple, même si on ne peut pas faire comme Nelson Mandela, qu'on fasse comme le Cuba, qu'on fasse comme les Castro, qui, au-delà de tout, ils pouvaient refuser. Ils pouvaient dire non, je continue jusqu'au dernier souffle. Mais il a cédé. Donc, il a laissé la place à quelqu'un plus jeune, 60 ans, qui va apprendre certainement à ses côtés et au niveau, avec les caciques du pouvoir. Donc, après vous, ça ne sera jamais le déluge. Il y aura toujours quelqu'un pour assumer. Déby craignait que, après lui, ça soit instable. Mais voilà, il n'est plus là, le stade est instable, mais qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui? Donc ça doit servir d'exemple à nos dirigeants. Au moment où nous avons le souffle, bon, on se croit tout permis, alors que bon, le souffle ne nous appartient pas. C'est une question de seconde ou bien même de tierce. Voilà, et ça nous échappe. Un appel à l'humilité, c'est ça? Humilité et tout faire pour être plus proche de son peuple lorsqu'on est aux affaires. C'est important. À cela que, si c'est le développement socio-économique et le bien-être du peuple que vous voulez promouvoir, vous devez être forcément avec le peuple. Pas en dehors. Merci à vous, Adrien. Merci à Jacques. Madame, monsieur, merci d'avoir été des nôtres. Nous nous retrouvons sous peu.